Le gouvernement de la République démocratique du Congo et le groupe rebelle AFC M23, avec l'appui de plusieurs partenaires internationaux, se sont accordés à Montreux en Suisse sur des engagements convenus notamment en matière d'aide humanitaire, de protection de civils, de respect du droit international, ainsi que sur la mise en place d'un mécanisme de surveillance du cessez-le-feu et de mesures de confiance incluant la libération des prisonniers. Au cours de cette émission, nous passerons en revue les différents points abordés ainsi que les conditions liées à la mise en œuvre effective de cet accord de paix dans l'Est de la République démocratique du Congo. Avec moi dans le studio, Tite Gatavazi, analyste politique. Bonjour Tite. Bonjour Bertrand, Comment allez-vous Tite? je pète la forme. Ouais. Tite, le gouvernement de la République démocratique du Congo et l'FC M23, du 13 au 17 avril à Montreux, ont mené des pourparlers qui ont abouti à des signatures d'un mécanisme. Pouvez-vous nous expliquer concrètement l'accord signé à Montreux entre Kinshasa et quel était le contenu? Le Qatar a délocalisé les négociations entre Kinshasa et l'AFC M23. Ils ont sollicité la Suisse qui a une très longue tradition des négociations, d'abriter ce genre d'exercice. Et donc, voilà, pendant 5 jours, ils sont arrivés à signer un protocole relatif à 4 points, qui sont quand même des points majeurs. L'accès humanitaire, un protocole de protection judiciaire, l'opérationnalisation du mécanisme de cessez-le-feu et la libération des prisonniers politiques. Voilà. Ça fait un gros paquet. La nouveauté qu'il y a dans ce protocole, c'est que dans le mécanisme de vérification et d'évaluation du cessez-le-feu, on intègre aussi l'AFC M23 et la conférence internationale pour la région des Grands Lacs, ainsi que la MONUSCO. Donc, le cessez-le-feu va être contrôlé par cette équipe pluridisciplinaire, mais aussi une autre nouveauté, c'est qu'ils se sont donné 10 jours pour libérer les prisonniers politiques. Tite, peut-on parler d'un véritable tournant dans ce conflit? Je le pense, moi. En être convaincu, c'est autre chose, mais je le pense que c'est un véritable tournant parce que on a repris beaucoup de points qui avaient été discutés à Doha. Le cessez-le-feu, chaque fois qu'on l'accepte, qu'on le signe, et que c'est à la demande, Kinshasa violait systématiquement le cessez-le-feu. La libération des prisonniers, c'est un vieux dossier qui date des premiers rounds de Doha. Le grand tournant, c'est vraiment le mécanisme qui est élargi, les 10 jours de délai pour l'échange des prisonniers et le cessez-le-feu qui est effectif, comme ils disent habituellement, à la date de la signature. C'est un tournant parce que ce qui a été signé à Montreux vient en complément à l'accord de Washington. C'est un tournant parce que ça coupe l'herbe sous le pied de Tshisekedi qui voulait ramener ça à Luanda, on ne comprenait pas trop bien c'était quoi le rôle de Luanda, le dialogue inclusif exigé par la Senko et les églises protestantes. Non, ce sera plutôt Tshisekedi qui va piloter ça, mais en collaboration avec le président Lorenzo. C'était flou. Et vous vous souvenez qu'on avait déjà dit ici que quand le ministre des Affaires étrangères d'Angola était venu voir le coordonnateur Nanga, Nanga avait écrit au président Lorenzo pour demander des clarifications.
Il n'a jamais reçu de réponse. Que devient Doha? Est-ce que c'est une nouvelle négociation? Est-ce qu'on intègre les acquis de Doha? Est-ce qu'il y a d'autres acteurs qui viennent? On ne voyait pas clairement. Donc la tentative de Tshisekedi de saboter Doha n'est plus d'actualité et je crois que c'est une nouveauté et une perte d'influence de sa part. Oui, c'est un grand tournant. Maintenant, encore faut-il bien le négocier. Voilà. Titre, parallèlement aux signatures qui s'est tenue en Suisse, la situation sur le terrain reste volatile. Oui. Pas plus tard qu'aujourd'hui, l'AFC M23 a une nouvelle fois rapporté des bombardements perpétrés par l'armée congolaise, alors que les signatures se sont tenues avant-hier. Mais comment expliquer cette situation? On signe en Suisse et on bombarde toujours en RDC. On va essayer d'être optimiste. Ça n'est pas la première fois qu'on va négocier et que les bombardements continuent. Il y a quand même, c'est vrai, une situation très volatile. Le blocus de Minembwe continue, les bombardements dans Massissi et malheureusement, toujours dans des zones densément peuplées par des civils. Quand ils ne ratent pas les cibles et qu'ils bombardent les positions des FARDC. Bon, ça, c'est à mettre sur leur actif. Il y avait comme une obsession du pouvoir de Tshisekedi qui a perdu la guerre terrestre et qui considère qu'il faut maintenant mener la guerre dans les airs et bombarder aveuglément. Donc, ça ne lui fait pas gagner du terrain. Il n'y a pas une avance militaire qu'on peut gagner avec les bombardements. Et donc, en essayant de donner beaucoup plus de crédit et d'espoir à ce qui a été signé à Montreux, il y a ce mécanisme de vérification et de surveillance de cessez-le-feu. Où vous retrouvez quand même les FARDC, l'AFC M23, la conférence internationale pour la région des Grands Lacs et la MONUSCO, qui doivent rendre compte aux parrains du protocole. Le Qatar, les États-Unis et le Togo. Désormais, je crois que systématiquement, à chaque fois qu'il y aura violation, un rapport va être fait par l'équipe et transmis aux parrains. Est-ce que ces rapports ont déjà commencé parce que les violations, on a déjà commencé à rapporter les équipes ne sont pas encore en place. Mais n'empêche qu'on peut documenter ça. Le communiqué de l'AFC M23 est lu par tous les intéressés. C'est déjà un premier manquement. C'est un canif que Tshisekedi plante dans le protocole signé à Montreux. Et c'est à ça. Il est pris par les engagements signés. Il est obligé de respecter. Mais je pense que il est en train de comment dire ça sans être trop sévère avec lui parce qu'il est dans de mauvais draps. Il essaie de jouer les dernières cartouches, comme on dit. Il a la pression pour neutraliser les FDLR, il a la pression pour arrêter les bombardements, il a la pression pour desserrer les taux sur Minembwe, il a la pression pour arrêter le discours de haine, il a le dos au mur parce que la quasi-totalité de la classe politique ne l'approuve pas, il est en bisbille avec la Senko,
Et tous les partenaires internationaux lui parlent des FDLR, lui parlent de la neutralisation des FDLR, lui expliquent chaque fois qu'ils ne peuvent pas vraiment entrer en coopération avec son gouvernement tant qu'il y a les FDLR. Et donc, ce qu'il a fait là-bas, c'est c'est un pis-aller. Voilà, ça montre la mauvaise foi dont on parle régulièrement. Et on va suivre de très près. On va regarder dans le ciel parce qu'ils n'arrêtent pas d'envoyer des Sukhoi et des drones à la fois dans Massissi et braquer des projecteurs aussi dans le ciel de Minembwe. Voilà. Tite, parmi les différents points évoqués, pensez-vous concrètement que la libération annoncée de plus de 400 prisonniers peut-elle réellement instaurer un climat de confiance entre les deux parties? C'est un des points. Le rétablissement de... On avait parlé des mesures de confiance à Doha, la libération des prisonniers, la réouverture des banques et le cessez-le-feu. La libération des prisonniers est une vieille demande de l'AFC M23. Pas de 400 prisonniers, je crois que la liste elle est beaucoup plus longue que les 400. Mais voilà, ça c'est un test. Essayons dans les 10 jours qui viennent. On a déjà commencé le compte à rebours. Essayons de voir si les prisonniers dont il est question seront libérés. Ce sera déjà le premier acte. Que ça soit... la confiance ne reviendra pas tout de suite. Le CICR va faire des va-et-vient entre Goma et Kinshasa et va rendre compte parce que il est mandaté pour ça. Et donc oui, on va voir, mais la confiance ne reviendra pas parce que on a libéré les prisonniers. Tite, pensez-vous réellement que les garanties données par la RDC sur la protection des civils seront-elles suivies d'effets concrets sur le terrain? Ça, c'est l'effectivité du cessez-le-feu. Le gouvernement congolais est incapable d'assurer la sécurité des Congolais. Kinshasa est sous la coupe de Koulouna, c'est un problème sérieux d'insécurité. Au Kwamoutou, dans le Bandundu, les Teke, les Yaka, ce n'est pas ça la sécurité. En Ituri, depuis le temps qu'on en parle, Beni, Lubero, Lubumbashi et ses environs jusqu'à Kasumbalé, non, le pays est en insécurité. Mais la garantie de sécurité dans le cadre de ce protocole, c'est vraiment, on parle que de la zone libérée par l'AFC M23. La sécurité dans cette zone, ajoutée Minembwe, ce sera que le gouvernement arrête les bombardements. C'est la seule chose qu'on demande au gouvernement. Sinon, la sécurité de la population dépend vraiment des autorités de fait de l'AFC M23. Tite, mais que pouvez-vous dire comment on peut dire aux observateurs ou aux personnes un peu pessimistes de la situation en RDC pour leur expliquer que ce n'est pas juste une signature de plus? C'est des points qui sont cruciaux, à la fois le cessez-le-feu, l'accès humanitaire, la libération des prisonniers. C'est un, on va dire, test grandeur nature. Pour tester la bonne foi de Kinshasa, pour tester la fiabilité de sa signature. Mais ça rentre dans un contexte qui n'est pas très favorable à Kinshasa. Je disais tantôt, Tshisekedi est vraiment sous pression. Tshisekedi navigue entre des eaux troubles.
Son alliance avec les FDLR lui pèse beaucoup sur le plan diplomatique. Ces revirements et ces improvisations ne sont pas de nature à rassurer les partenaires de la RDC. La très forte documentation amenée par la délégation de l'AFC M23 qui donne des éléments factuels sur les bombardements, sur le blocus de Minembwe, sur les pertes des civils, sur l'usage des drones, l'usage des mercenaires. Tout ça, ça pèse sur les épaules de Tshisekedi. Il en est arrivé à ce qu'on peut appeler un carrefour. Il a d'un côté les parrains des FDLR, avec le fils Abzarimana qu'on voit de plus en plus, mais il y en a d'autres qui sont tapis dans l'ombre. Il a son alliance funeste avec Ndayishimiye pour l'épuration ethnique des Tutsis congolais. Il a les mercenaires. Il a le discours de haine. Et ça n'est pas de nature à apaiser ne serait-ce que ses relations à la fois avec les voisins, avec la région et avec les partenaires après lesquels il est en train de courir. C'est beaucoup plus Tshisekedi qui a offert du grain à moudre à l'AFC M23. Et si l'AFC M23 prend de l'étoffe à la fois sur le plan politique, parce qu'ils ont libéré quand même une zone assez vaste, qu'ils arrivent à l'administrer, qu'ils y assurent la sécurité, et qu'aujourd'hui, tous les partenaires internationaux parlent de l'autorité de fait, que des délégations fassent Kinshasa et Goma. Ça montre qu'il y a une prise en compte de cette autorité qui siège à Goma, qui assure la sécurité de toute une population et qui administre. Ça n'est pas à l'avantage de Tshisekedi. Est-ce que c'est une signature de plus ou en plus? Non. C'est une signature qui a un cachet particulier. Parce que nous avons maintenant un mécanisme où se retrouvent pour la première fois à la fois les FARDC et l'AFC M23 et des témoins. La conférence internationale sur la région des Grands Lacs, la MONUSCO, qui doivent faire le monitoring au quotidien des violations du cessez-le-feu et qui doivent rendre compte aux parrains de l'accord qui était à Montreux. Le Qatar, bien évidemment, les États-Unis, le Togo et aujourd'hui la Suisse. Tout ça, c'est quand même, même si ça ne se voit pas, on peut le déduire. C'est une très forte pression, beaucoup plus sur Tshisekedi et son gouvernement que sur l'AFC M23. Corneille Nangaa et Bisimwa doivent se dire, bon, nous vous prenons à témoin. Ce que nous disons tous les jours, ce que nous écrivons tous les jours, ne nous prenez pas pour de moins que rien. Nous attestons, nous fournissons des éléments factuels et aujourd'hui, qui devra être pris pour responsable en cas de violation de cessez-le-feu. Donc cette signature, elle me paraît importante. Elle va au-delà de ce qui avait été signé à Doha, parce qu'il y a du nouveau. Elle va au-delà de ce qui a été signé à Doha, parce qu'il y a eu la tentative de saboter Doha. Et aujourd'hui, quelle marge de manœuvre
pour Tshisekedi de tourner le dos à ce qui a été signé à Montreux, pendant qu'il dit que d'ici 10 jours, il doit libérer les prisonniers. Pendant qu'on dit que le convoi humanitaire est en route, il arrive. Pendant qu'on a un mécanisme qui va surveiller quotidiennement le cessez-le-feu. C'est une signature qui va au-delà de ce protocole. Parce que cette signature va mettre un terme à l'alliance entre Kinshasa et Bujumbura. Les militaires burundais devront rentrer chez eux. Les Wazalendo qui sèment la mort et la désolation devront s'arrêter parce qu'ils relèvent de la responsabilité du gouvernement. Non, ça n'est pas une signature banale comme il nous a habitués à cracher dessus. Tite, pensez-vous concrètement qu'en cas de non-violation des engagements pris, il y aura des répercussions directes, que ce soit pour Kinshasa? Est-ce qu'il y aura-t-il maintenant des répercussions directes en cas de non-respect des engagements? En tout cas, au moins, entre les deux, parce que le test, il est entre Kinshasa et Goma. Celui qui a l'habitude de violer les cessez-le-feu, c'est Kinshasa. Ça, on le sait. Mais on va dire, en partant de Montreux, vous êtes tous les deux partis, sur la même ligne de départ. Et nous avons pris des engagements. En matière de cessez-le-feu, vous arrêtez, il faut figer les positions des militaires. Qui le premier va tirer sera pris pour responsable. Et il y a un mécanisme pour contrôler tout ça. Vous vous êtes engagé à libérer les prisonniers en dehors de 10 jours. Le CICR va déployer 2 équipes rapidement. Une à Goma, une autre à Kinshasa. Qui traîne les pieds et qui a dépassé le délai de 10 jours, tout ça va être documenté. Je pense qu'il y a... Les répercussions, ce sera comme un peu... on prendra à la fois le mécanisme et les parrains à témoin. Et ces témoins-là devront assumer aussi leur part de responsabilité. C'est là que le test va être un peu amer pour le président Tshisekedi. Si nous essayons un peu d'avancer vers la situation, nous avons observé la première ministre de la RDC, Mme Souminois, dans une interview accordée à TF5 Monde, qui a un peu fait parler d'elle. Pouvez-vous nous expliquer qu'est-ce qui s'est passé parce qu'on a vu sur les réseaux sociaux. Oui, ça n'arrête pas. Hein, et je crois elle paye un peu tout le système mis en place par Tshisekedi, la cacophonie qu'il y a au sommet de l'État, la précipitation et les effets de manche. Tshisekedi n'a pas de ligne politique claire. Tshisekedi n'a pas de stratégie diplomatique. Non. C'est au coup par coup, on change de fusil d'épaule. Et donc, je crois qu'elle est interrogée sur les migrants qui sont descendus à Kinshasa. Combien sont-ils? La première ministre ne le sait pas. D'où viennent... Ah non, c'est des pays, je crois, de l'Amérique latine. Voilà. Hein, j'ai ouï dire. Elle est première ministre qui a négocié avec les États-Unis. Au moins, la délégation qui a négocié lui rendait compte en sa qualité de première ministre. Donc, elle a bégayé sur le plateau et ça ne fait pas honneur à une chef de gouvernement.
Mais moi, j'ai pensé à cet effet qu'il y a à Kinshasa. Il y a une fascination, hein? En tout cas pour le président Tshisekedi. Le président Tshisekedi est fasciné par le président Kagame. Il veut réussir comme le président Kagame. Il n'arrive pas parce qu'il est embourbé dans la corruption, dans les détournements et le clientélisme. Et donc, il fait une répulsion contre le président Kagame. Et il en a fait le bouc émissaire. Et ça, psychologiquement, on le voit. Le Rwanda a réussi, visite Rwanda. Nous aussi, on y va. Allez, monsieur le ministre, trouvez-moi des clubs prestigieux en Europe. Le dossier de Monaco est devant les tribunaux. Barça, c'est pas joli. Le Rwanda a négocié avec Londres le dossier des migrants. Moi aussi, je vais le faire avec les États-Unis. En 2 temps, 3 mouvements, allez, donnez-nous les migrants. Non, Bertrand. Ça se prépare, ce genre de choses. Mais la première ministre a dit que la RDC est en train de venir en aide aux États-Unis. Merci, c'est gentil. Merci, c'est vraiment... je suis le premier à pouvoir applaudir. Vous accueillez ces migrants. Dans quelles conditions? Il ne suffit pas de les mettre à l'hôtel 5 étoiles. Ces gens doivent s'intégrer dans la société. Le Rwanda, en négociant avec le Royaume-Uni, avait préparé un endroit spécifique pour eux. Ces gens allaient bénéficier d'une formation. En fonction du niveau d'études, vous intégrez le système éducatif rwandais. En fonction du marché de l'emploi, vous bénéficiez d'un emploi au Rwanda. Et après, vous avez le choix, soit de vous installer au Rwanda, définitivement, d'y avoir votre famille et d'y avoir une vie professionnelle. Soit vous dites, les conditions ont changé dans mon pays d'origine, s'il vous plaît, je vais repartir chez moi. Ou alors, on trouve un autre pays d'accueil. C'est ça qu'on appelle préparer un dossier, avoir une stratégie claire. Il y a des compensations que donnait le Royaume-Uni au Rwanda. Mais la première ministre dit, oh non. Vous savez, nous, on est très riches. On aide les pauvres Américains. Ils n'arrivent pas à contenir les migrants. Alors, nous prenons des flots de migrants. Non. C'est vraiment pour copier ce qu'a fait le Rwanda, ce qu'a réussi le Rwanda, sans en avoir ni la réflexion, ni les ressources, ni la projection. Non. Voilà, elle s'est ridiculisée sur TV5. Elle a mélangé les papiers. Elle n'est pas bègue, cette maman. Donc, elle a commencé quand même à bafouiller pour montrer qu'elle n'était pas du tout à l'aise avec ce dossier. Or, quand on arrive au niveau du... Ce n'est pas elle qui a négocié directement. Mais les équipes rendent compte aux autorités qui donnent des instructions, qui donnent des orientations. La première ministre aurait dû être au courant du nombre de migrants, de leur pays d'origine, de combien de temps ils vont rester au Congo, des conditions dans lesquelles on va les mettre en République démocratique du Congo. Mais tout ça, ça montre qu'il n'y a pas de gouvernail à Kinshasa. Tite, très brièvement, si vous nous permettez, le temps malheureusement nous faisant défaut. Un autre fait marquant dont la première ministre a évoqué, elle a évoqué une traîtrise au sein de l'armée congolaise vis-à-vis de cette crise en RDC. Avez-vous des informations sur ça? Ce n'est pas une affaire d'information. Tous les Tutsis congolais qui sont dans l'appareil sécuritaire sont des traîtres à la nation.
Le président l'a déjà dit, et tous les autres l'ont répété pour qu'on le comprenne. Des militaires congolais, parce que Tutsis, ont été brûlés vifs. Et il y en a dont on a mangé la chair. Dans le discours de haine qui a à stigmatiser le Tutsi congolais, voilà la preuve. La traîtrise. Traître à la nation, mais vous êtes bon pour la pendaison. Qui trahit la nation congolaise? Celui qui pratique la corruption? Quand on détourne l'argent destiné au projet, ce n'est pas ça la trahison? Quand on institutionnalise le tribalisme, non. On joue de la diversion. On a déjà choisi le Tutsi congolais comme le bouc émissaire, le mouton expiatoire de tous ces mots-là. Pour ne pas parler corruption, il faut marquer au fer rouge le Tutsi congolais. Et donc, quand dans la bouche d'une autorité congolaise, on parle de traîtrise, en fait, on est en train de pointer le Tutsi congolais. Tite, les engagements pris en Suisse ont été signés. Le communiqué conjoint a été publié le 18. On a donné des délais de vérification. Et de quoi on a parlé de 10 jours. Oui. Et je pense que ce sera toujours une situation à toujours observer pour ce conflit en RDC. Et je pense qu'on sera toujours très aux aguets pour voir si finalement on sera en train d'avancer vers la paix en RDC avec cette signature en Suisse. Le protocole a instauré un mécanisme de surveillance et de monitoring. On va voir d'abord sa composition. Pour la première fois, l'AFCM 23 sera intégré à ce mécanisme. On y intègre la conférence internationale sur la région des Grands Lacs. Il y a aussi la MONUSCO. Et c'est chapeauté par les parrains. Le Qatar, les États-Unis, le Togo et la Suisse. Donc, cette équipe fera son travail et rendra compte aux parrains. C'est là le test. Ils se sont donné 10 jours pour libérer les prisonniers. Je l'ai dit, le CICR va déployer une équipe à Goma et à Kinshasa. Et qui des deux a traîné les pieds? Qui des deux trouve des prétextes pour ne pas s'exécuter? Qui des deux... Voilà. Le CICR, où on le donne les prisonniers, où on ne donne pas. Le CICR n'a pas de militaires pour forcer la porte de qui que ce soit. Ce sera ça, le test à la fois de confiance et d'exécution des engagements pris à Montreuil. Tite, nous espérons que vous serez toujours avec nous pour nous essayer de continuer à analyser, à décrypter la situation. Comme disent mes amis musulmans, Inch'Allah. Merci beaucoup, Tite. Ouais. Merci infiniment. Chers téléspectateurs, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Espérons que cette émission vous a été d'une très grande utilité et surtout, restez branchés sur les plateformes du média Iguié.